lui laisser la parole. En fait, merci beaucoup d'être là aux conférences RQSPAL. C'est une joie de vous avoir en ligne dans ces temps de confinement. C'est une des forces d'avoir enfin un système qui marche bien pour divulguer de la science et faire du transfert de connaissances. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Émilie Lessard qui va nous entretenir de repenser nos conceptions de la mort pour promouvoir la santé en fin de vie. Émilie est une candidate au doctorat sous la supervision d'Isabelle Marcoux. Donc, je lui laisse la parole immédiatement. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce midi. En fait, moi, je suis anthropologue en plus d'être candidate au doctorat en santé des populations. Et puis, ma thèse porte sur l'expérience des soins palliatifs à domicile au Québec du point de vue des personnes âgées en fin de vie, des proches aidants endeuillés et d'une équipe dédiée aux soins palliatifs à domicile. Mais en ces temps de pandémie où la mort est quand même omniprésente, et notre rapport à ceci est particulièrement exposé et il est anxiogène. Donc, j'ai cru pertinent de vous partager mon cadre d'analyse transdisciplinaire qui est en fait une synthèse du processus évolutif de la conscience humaine de la mort que j'ai développé pour mieux comprendre notre rapport à la mort et l'expérience des soins palliatifs et du mourir dans les sociétés contemporaines. Donc, c'est quand même un programme qui va être dense ce midi, puisque je vous propose de remonter aux fondements neurobiologiques et socioculturels du mourir et de la mort pour situer les conceptions anciennes et actuelles du mourir en Occident. Donc, je vais terminer par une réflexion anthropologique sur le rôle des soins palliatifs et de fin de vie dans l'expérience contemporaine du mourir. Donc, pour commencer, il y en a peut-être parmi vous qui se demandent qu'est-ce que c'est au juste l'anthropologie. Mais très brièvement, c'est l'étude de l'évolution de l'être humain et des sociétés humaines qui va allier 4 sous-disciplines pour étudier la diversité génétique, culturelle, matérielle ou encore linguistique. Donc, pour comprendre l'émergence de la conscience de la mort, il faut faire un petit détour par la théorie de la sélection naturelle qui a été formulée par le célèbre Charles Darwin en 1859. Donc, il y a 5 principes qui régissent la théorie de la sélection naturelle et je vais brièvement les expliquer pour que vous puissiez saisir qu'est-ce qu'un trait adaptatif. Donc, le premier principe veut qu'il y ait plus d'individus que de ressources disponibles pour la survie de tous. Le deuxième principe, c'est que les variations génétiques existantes entre les individus vont promouvoir la sélection des traits les mieux adaptés à un environnement. Le troisième principe, c'est la lutte pour la survie, mais c'est une lutte où chaque individu lutte pour la survie en tant qu'espèce. Et le quatrième principe, qui est la survie du plus fort, bien, seuls les individus les mieux adaptés à l'environnement vont survivre pour finalement transmettre leur gène, qui est le cinquième principe. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la lutte pour la survie est collective plutôt qu'individuelle. Seuls les individus les mieux adaptés à l'environnement vont survivre assez longtemps pour transmettre leurs gènes, les gènes les mieux adaptés pour survivre dans un environnement donné. Donc, c'est à ce principe-là qu'on réfère lorsqu'on parle de trait adaptatif, soit un trait adapté à un environnement donné qui favorise la transmission des gènes à la génération suivante pour assurer la survie de l'espèce. Donc, nous avons hérité de nos ancêtres du monde animal d'un dispositif neurobiologique unique et complexe qui est le cerveau. Le cerveau qui a permis à la conscience d'émerger comme trait adaptatif et puis aussi d'interagir avec le monde extérieur. Donc, parallèlement ou simultanément, ça ne fait pas consensus. Bref, la conscience, la mort, elle a aussi émergé comme un trait adaptatif, puis le cerveau humain le transforme en une expérience qui, à son tour, est façonnée par la culture. Donc, il y a 2 niveaux de conscience à distinguer. Donc, la conscience, la mort imminente, ce qu'en anglais on nomme le mortal awareness, qui se situe au niveau des réflexes neuronaux et instinctifs, comme on peut le voir sur la photo où la marmotte fait face à la mort. Et le deuxième niveau, c'est la conscience la mort au sens de l'expérience subjective de la perte et aussi la conscience de sa propre finitude. Donc, retenons que la conscience, c'est un processus qui a évolué sur plusieurs millions d'années. C'est un trait adaptatif hérité de nos ancêtres du monde animal et ça produit une expérience subjective de la mort. Donc, qui va être vécue comme une rupture permanente des liens socio-affectifs significatifs. Il y a le psychologue évolutionniste John Archer qui déplore que le deuil a été presque exclusivement étudié du point de vue médical et psychiatrique
Alors qu'en fait, le deuil, c'est une réaction humaine normale face à la perte et à la mort d'un être cher. Donc, il y a plusieurs théories qui tentent d'expliquer les comportements de deuil du point de vue évolutionniste, dont la théorie de l'attachement de Bowlby, la théorie de la réorientation de Nisi et la théorie cognitivo-évolutive de White et Fessler. Donc, au niveau de la théorie de l'attachement de Bowlby, la théorie stipule que le processus de sélection naturelle a favorisé la proximité des parents et de leurs enfants pour favoriser la survie de l'espèce. Et lorsque ces liens d'attachement sont rompus, ça va produire un état de détresse. Et l'état de détresse a pour fonction de favoriser la réunion des individus pour soulager la détresse causée par la séparation. Donc, l'humain étant un être social, l'attachement se prolonge au-delà de la relation parent-enfant et ça concerne l'attachement entre les membres d'un même groupe. Donc, la théorie de l'attachement conçoit le deuil comme un produit dérivé de l'évolution de l'attachement. Alors que la théorie de la réorientation de Nisi, elle stipule que le deuil, c'est un produit direct de l'évolution. Le deuil serait un avantage évolutif qui agit de manière similaire à la douleur, de sorte qu'on ressent un stimulus négatif et ça nous permet de réagir pour réorienter les comportements pour favoriser la survie de l'individu qui l'expérimente. Donc, le deuil serait un avantage évolutif qui facilite l'expérience de la rupture des liens d'attachement, ce qui va permettre de réorienter l'expérience de vie de la personne endeuillée et ça va permettre à de nouvelles relations de voir le jour. Et finalement, la théorie cognitivo-évolutive de White et Fessler suggère que pour avoir une compréhension globale de l'origine et de la fonction du deuil, il faut combiner la théorie de l'attachement et de la réorientation. Donc, la théorie cognitivo-évolutive postule qu'en réaction à la détresse causée par l'expérience subjective de la perte, le deuil s'est érigé à la fois comme un produit dérivé de l'évolution et un trait adaptatif. Donc, ça a comme fonction de moduler la détresse pour préserver les relations existantes et pour permettre à de nouvelles relations de voir le jour. Donc, cette théorie, ça permet aussi d'expliquer les origines et l'évolution des rites funéraires, comme par exemple, le fait de voir la dépouille d'un être cher, ça permet d'enclencher, d'accélérer le processus de deuil et pour nouer de nouvelles relations plus rapidement. Donc, pour résumer ma synthèse du processus de l'évolution de la conscience de la mort, il faut d'abord savoir que la mort, c'est avant tout un événement biologique, que la conscience va transformer en une expérience subjective, ce qui va déclencher une cascade de réactions émotionnelles et de comportements qui expriment la détresse face à la rupture des liens sociaux affectifs qui sont significatifs. Et puis, lorsque la mort vient rompre ces liens de façon permanente, la détresse provoquée par la rupture est si puissante, elle demande une réponse adaptative qui est le deuil. Donc, on va plonger dans les dernières étapes du processus d'évolution de la conscience de la mort, qui est l'apparition de la pensée symbolique et le développement des rites funéraires. Donc, les fondements neurobiologiques se caractérisent par une conscience de la mort et par le deuil en tant que trait adaptatif. Les traits qu'on partage avec de nombreux mammifères comme les grands singes, les éléphants ou encore les grands dauphins. Et puis, le deuil, en tant que réponse adaptative, donc qui est innée, va transposer sa fonction dans la culture par le développement de comportements qui sont socialement acquis et transmis, c'est-à-dire qu'un trait adaptatif utile à la survie de l'espèce va devenir un trait culturel universel qui va se décliner et se diversifier selon les besoins spécifiques, soit d'un environnement ou de groupes humains. Donc, la fonction du deuil dans la culture, ça demeure de moduler la détresse créée par la rupture des liens d'attachement et pour faciliter l'expérience subjective de la mort. Les fondements socioculturels des conceptions de la mort, ça repose sur les fondements neurobiologiques, je le rappelle, la conscience de la mort et le deuil. Et puis, l'apparition de la pensée symbolique pour se représenter la mort, l'invention des sépultures il y a au moins 100 000 ans et le développement de rites funéraires de plus en plus complexes, ça témoigne de l'influence de la conscience de la mort et du deuil dans la structure et l'organisation des sociétés humaines. Donc, avant d'aborder les conceptions de la mort et du mourir, j'aimerais vous donner quelques définitions anthropologiques qui sont associées à la pensée symbolique et au rite funéraire pour vous situer puis pour que vous puissiez suivre mon raisonnement. Donc, la pensée symbolique,
mais c'est la capacité de mettre en relation une réalité interne et un objet extérieur pour se représenter à l'aide de l'imagination des catégories d'objets ou de personnes qui n'existent pas dans la réalité et auxquelles on confère un pouvoir, une charge symbolique dont la puissance se mesure par sa capacité d'évocation et de communication de sentiments, d'idées ou d'émotions humaines. Donc, pour Jean Baudrillard, qui est un anthropologue français, il y a un échange symbolique entre le monde des vivants et le monde des morts, où l'humain ne va pas prétendre à l'immortalité, mais à la réciprocité des liens. C'est-à-dire que l'échange symbolique, ça permet de nourrir les liens entre les vivants et les morts par la transmission qui est souvent orale de la mémoire collective, soit l'ensemble des comportements qui ont favorisé la survie du groupe. Donc, c'est dans cet échange symbolique qui va conférer un statut d'immortel, mais c'est à travers la mémoire collective et ultimement des gènes. Et puis, le célèbre Lévi-Strauss, lui, a défini le langage symbolique par les paroles prononcées, les gestes accomplis et les objets utilisés dans un contexte rituel. Et selon Claude Rivière, le rite, par la répétition de son contenu et de sa forme, il propose une vision symbolique du monde qui est transmise sur de nombreuses générations. Quelques mots sur les rites de passage pour dire que finalement, les rites de passage vont marquer tout changement d'endroit, d'état, de rang social ou d'âge. Par exemple, dans le rite funéraire, on marque le passage du monde des vivants au monde des morts. Et la dernière, non, excusez-moi. Dans les rites funéraires, la vision symbolique du monde qui est transmise, c'est la croyance en une existence post-mortem, qui est représentée par l'âme et qui vient s'inscrire dans l'alliance entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, un anthropologue britannique, James Fraser, qui a postulé il y a plus de 100 ans que la croyance en une existence post-mortem serait la plus ancienne croyance de l'humanité. Et finalement, une sépulture, c'est un lieu de protection contre la destruction du corps par les intempéries et les animaux, mais c'est surtout un lieu de mémoire qui rencontre des liens présents et passés entre les morts et les vivants. Donc maintenant, on va aller examiner les anciennes conceptions du mourir. Donc, au paléolithique moyen et supérieur, c'est environ entre 100 000 ans et 12 000 ans avant aujourd'hui, les sociétés humaines sont en fait des sociétés de chasseurs-cueilleurs où la mort est difficilement prévisible parce que les causes de décès sont principalement attribuables à la mortalité maternelle ou infantile, au traumatisme accidentel ou volontaire ou encore à la malnutrition. Donc, la mort est généralement subite et plus difficilement prévisible. Donc, on peut penser que ça va se transposer dans la culture par une vision symbolique du monde où mourir est une périlleuse quête d'immortalité de l'âme dans l'au-delà. Donc, la mort demeure un événement biologique qui initie le mourir, le périple vécu dans l'au-delà pour atteindre l'immortalité. Donc, pour parvenir à cette immortalité, ça devient essentiel d'établir une alliance entre le monde des vivants et le monde des morts, dont la communication est assurée par le langage symbolique qui s'exprime, je le rappelle, par les paroles prononcées, les gestes accomplis et les objets utilisés. Donc, le rite funéraire a pour fonction de confirmer cette alliance où les survivants du défunt doivent veiller à prononcer des paroles, à accomplir des gestes et à fournir les objets nécessaires pour que l'âme puisse accomplir son périple dans l'au-delà et espérer atteindre l'immortalité. Tandis qu'au néolithique, entre 10 000 ans et 3 500 ans avant aujourd'hui, c'est l'invention de l'agriculture et de l'élevage que ça a favorisé la vie en communauté et la proximité avec les animaux, donc un mode de vie sédentaire. Et ces importants changements dans notre mode de vie, ça s'est traduit par une transition épidémiologique qui est axée sur les maladies infectieuses via la transmission animale-humain. Et ces changements, ça a eu des grandes répercussions sur nos conceptions de la mort, puisque les maladies infectieuses comme la tuberculose ou la variole, par exemple, ont des signes reconnaissables qui permettent de prédire la mort. Donc, ce faisant, on accède à une fenêtre temporelle qui permet de se préparer à la mort dans les heures ou les jours qui la précèdent. Donc, le pouvoir de prédire l'heure de sa mort, ça produit un déplacement du mourir qui va être initié au moment où l'on reconnaît les signes de la fin de vie, soit un peu avant la mort biologique. Donc, l'accès ou à tout le moins l'élargissement de la fenêtre temporelle et le déplacement du mourir avant la mort biologique,
ça constitue toujours le fondement des conceptions contemporaines du mourir. Peut-être juste noter que c'est pas nécessairement égal là, par rapport, la fenêtre du mourir n'est pas nécessairement aussi large là, que les autres, mais c'est juste pour vous le représenter là, visuellement. Donc, en accédant à une fenêtre qui nous permet de... excusez-moi. L'accès à la fenêtre temporelle du mourir, ça permet de se préparer à la mort. Donc, le temps pour se préparer à la mort, bien, ça nous permet de développer une série de comportements anticipatoires au deuil hein, qui correspondent à l'idée de la bonne mort. Comme le fait de connaître le moment de sa mort, ça donne le temps de faire ses adieux, la possibilité d'être entouré de ses proches et d'émettre ses dernières volontés. Donc, le déplacement du mourir dans le monde des vivants, ça induit aussi un déplacement de la quête d'immortalité dans le monde des vivants. Donc, selon l'anthropologue Louis-Thomas Vincent, qui est un grand spécialiste de la mort, pour lui, le régime d'immortalité est intimement lié au pouvoir politique et économique parce que c'est le régime d'immortalité qui instaure et qui structure les rapports de pouvoir au sein d'une société. Donc, on peut observer vers la fin du néolithique des indices du déplacement de la quête d'immortalité dans le monde des vivants par l'instauration de rapports sociaux hiérarchiques qui produit les inégalités face à la mort, face à l'accès à l'immortalité. Donc, on peut voir une accumulation grandissante, voire même un monopole des ressources matérielles et spirituelles en préparation au périple de l'au-delà. On va noter aussi un recours accru à la magie et à la puissance symbolique, hein, qui correspond à une forme archaïque de religion, des rituels de plus en plus élaborés dans le but de communiquer avec des êtres spirituels autres que les ancêtres. Et éventuellement, ben, on va voir apparaître les premiers tombeaux, la construction des premières nécropoles et plus tard de l'architecture monumentale, ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Donc, la Mésopotamie, hein, qui est connue comme le berceau des premières civilisations, qui a vu le jour il y a environ 5500 ans avant aujourd'hui. Donc, cette civilisation va se démarquer notamment par l'invention de l'écriture cunéiforme, qui nous permet de recevoir le témoignage des croyances anciennes. Donc, la magie et la religion occupent une place prépondérante. On va établir le premier panthéon des dieux, qui est en fait une triade qui va régner au sommet du panthéon. On va construire les premiers tombeaux royaux où on va inhumer les rois et les reines avec des objets précieux et même parfois leurs serviteurs qui vont être enterrés avec ceux-ci pour les accompagner dans leur périple dans l'au-delà. Donc, on peut déjà voir que ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à ces ressources-là pour atteindre l'immortalité dans l'au-delà. On est toujours dans le symbolisme. Donc, on a le récit de l'épopée de Gilgamesh qui est écrit en Babylonie il y a 4600 ans. C'est le plus ancien écrit connu de l'humanité et il témoigne de la croyance en l'immortalité de l'âme. Donc, le récit raconte la quête d'immortalité du roi Gilgamesh, hein, qui va alors retrouver un être cher décédé, dans ce cas-ci, c'est un ami. Et ce récit nous parle de l'importance des liens sociaux et de la normalité du deuil. Donc, il nous parle aussi de l'importance de la bienveillance et de la bientraitance. Donc, on va voir apparaître la notion de dualité entre la vie et la mort. On va les opposer, puisque Gilgamesh va finalement découvrir que la quête d'immortalité est vaine, car c'est notre condition de mortel qui confère le sens et la valeur à la vie et aux relations humaines. Alors que dans la civilisation égyptienne, on ne va pas opposer la vie et la mort, mais on va les concevoir de manière holistique, circulaire, cyclique. Donc, la vie et la mort font partie d'un tout. Le pouvoir vital réside dans l'union du masculin et du féminin, dans l'union de la vie et de la mort, du ciel et de la terre, plutôt que dans leur opposition. Donc, la croyance du mourir en tant que périlleuse quête d'immortalité dans l'au-delà va atteindre son apogée en Égypte, selon moi. Les Égyptiens de l'Antiquité vont profiter de la nouvelle fenêtre temporelle du mourir, hein, dont le déplacement était quand même assez récent à cette époque. Les pharaons vont investir des ressources colossales de leur vivant pour ériger les pyramides dans l'espoir d'atteindre l'immortalité dans l'au-delà. Donc, concrètement,
les croyances et les conceptions de la mort des Égyptiens, ça se traduit par des innovations concernant le type de sépulture et le traitement des dépouilles, hein, l'invention de l'embaumement et des techniques de momification. Le panthéon des dieux égyptiens, bon, compte à sa tête la triade Isis, Osiris et leur fils Horus. Et d'ailleurs, le mythe d'Isis et d'Osiris, ben, ça témoigne de la croyance en la résurrection et en la vie éternelle, qui est finalement l'aboutissement de la conception holistique là-bas. Donc, la triade Isis, Osiris et Horus est de plus en plus considérée comme étant à l'origine de la Trinité chrétienne. Et rapidement sur la Grèce antique, bon, on va voir que le panthéon des divinités grecques et la religion païenne témoignent toujours de la croyance en la périodicité d'immortalité dans l'au-delà. Hein, il y a Hadès qui règne sur le royaume des morts dans la Grèce antique, où tout un imaginaire symbolique a été développé autour du monde souterrain où serait situé le royaume des morts. Donc, les Grecs vont introduire l'idée du bien mourir, hein, euthanatos, qui veut littéralement dire bonne mort. Et les Grecs et aussi les Romains vont concevoir la bonne mort comme une mort héroïque. Une vie courte, mais héroïque, qui permet de transformer la mort en gloire immortelle via la mémoire collective. Et je vais peut-être passer un petit peu rapidement là, sur les philosophes qui ont réfléchi à la mort. Donc, Socrate, lui, va prendre une position agnostique, hein, va dire, peu importe ce qu'il y a après la mort, on ne peut pas être perdant parce que s'il n'y a rien après la mort, ben, à ce moment-là, on n'en a pas conscience. Et si la vie continue après la mort, ben, à ce moment-là, on est heureux de pouvoir continuer notre vie et de renouer avec nos êtres chers. Platon, lui, va émettre la doctrine de la transmigration des âmes et la théorie de la réminiscence. Hein. L'âme ne se souvient pas de ses vies antérieures, mais elle se souviendrait du savoir acquis. Et pour lui, l'âme, ben, elle est immortelle, elle précède la naissance et elle survit à la mort. Tandis qu'Aristote, lui, a une pensée un peu plus rationnelle, va concevoir la mort comme faisant partie du cycle de la vie et pour lui aussi, croit que seule la finalité de la mort donne tout son sens à la vie et que l'immortalité est attribuable à l'espèce et non à l'individu. Ce qui nous amène au christianisme, hein, qui est une religion monothéiste qui a été fondée sur les anciennes conceptions de la mort, hein, soit en la croyance en l'immortalité de l'âme dans l'au-delà et en la résurrection. Mais le christianisme va innover avec sa promesse de vie éternelle pour tous les croyants. Donc, autrefois réservé aux élites comme les pharaons ou les rois, pour lesquels on prononçait des paroles, on accomplissait des gestes et on fournissait les objets nécessaires pour qu'ils puissent atteindre l'immortalité. Mais le christianisme va sceller une nouvelle alliance entre le monde des vivants et le monde des morts, hein, qui est basée sur l'alliance entre Dieu et les humains de l'Ancien Testament. Mais la nouvelle alliance va actualiser les promesses de vie éternelle dans le Nouveau Testament. Donc, l'alliance demeure entre le monde des vivants et le monde des morts, mais le concept de Dieu unique va incarner le monde des morts, toujours en offrant la promesse de vie éternelle. Donc, après tout, il s'agit surtout d'une reconfiguration de la périodicité d'immortalité qui devient dans le christianisme le royaume des cieux. Donc, le déplacement de la fenêtre temporelle du mourir fait en sorte que les nouveaux périls de l'au-delà, ben, c'est désormais les péchés que nous devons à tout prix éviter, pardonner ou se faire pardonner dans le monde des vivants pour espérer atteindre la vie éternelle. Donc, Jésus, ben, il est célébré et commémoré comme le seul être humain à ce jour qui a vaincu les périls de l'au-delà, qui a atteint l'immortalité et qui est même ressuscité des morts pour offrir la vie éternelle à tous les croyants. Donc, on sait que le judaïsme, c'était la première religion monothéiste, qui était même contemporaine de la Mésopotamie, de l'Égypte et même de l'Empire romain. Mais le christianisme, ça permet de consolider les croyances anciennes en l'immortalité de l'âme et de l'actualiser en démocratisant l'immortalité. Donc, cette promesse de vie éternelle, bien, ça a permis une transition vers le monothéisme en Occident, hein, et ça a permis d'instaurer un nouveau régime d'immortalité. Et ce nouveau régime d'immortalité-là va structurer ou grandement influencer l'organisation sociale en Occident, je dis jusqu'au début du 20e siècle, mais encore de nos jours. Donc, avant d'aborder les conceptions actuelles de la mort et du mourir, je vais faire une petite synthèse de tout ce qui vient de se dire. Donc,
Les fondements neurobiologiques de l'expérience humaine de la mort, ça repose sur la conscience de la mort et le deuil, des traits adaptatifs acquis sur plusieurs millions d'années et partagés avec d'autres espèces animales. Les fondements socioculturels de la mort et du mourir reposent sur la pensée symbolique et les rites funéraires qui ont permis de se représenter la mort via l'imagination et d'établir une alliance symbolique entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, la sédentarisation, ça a induit une transition épidémiologique qui nous a donné accès à une fenêtre temporelle du mourir et qui a permis un déplacement du mourir dans le monde des vivants. La fenêtre temporelle, elle nous permet de se préparer à la mort, hein, ce qui introduit le concept de la bonne mort. Et la bonne mort en Occident, traverser l'espace et le temps avec des caractéristiques qui sont demeurées assez stables. Donc, c'est toujours le fait de contrôler le moment de sa mort, mais on peut rajouter partir paisiblement, être entouré de ses proches, faire ses adieux, ce qu'on fait au besoin et transmettre ses dernières volontés. Donc, on va faire un saut temporel pour aborder les conceptions actuelles du mourir et de la mort et aussi pour voir comment ça se répercute et tout ça influence les expériences de la fin de vie et de la mort. Donc, comme je le mentionnais, les conceptions de la mort sont demeurées plutôt stables durant l'ère chrétienne jusqu'au début du 20e siècle, où l'entrée dans la modernité a été marquée par les grandes guerres et aussi par de grands progrès dans plusieurs domaines, donc socio-économiques, culturels, politiques et scientifiques. Donc, c'est aussi une période qui est marquée par la montée de l'individualisme au détriment du collectif, ce qui appelle à de nouvelles façons de mourir et de concevoir la mort, donc un nouveau régime d'immortalité. Les grandes avancées technoscientifiques et médicales ont marqué le passage d'une épidémiologie basée sur les maladies infectieuses à une épidémiologie des maladies chroniques, des maladies comme le cancer qui confèrent un plus grand pouvoir de prédiction de la mort. Et le progrès a aussi entraîné une augmentation marquée de l'espérance de vie et une baisse de la mortalité infantile, donc toujours moins de contact avec la mort au quotidien. Les immenses progrès ont aussi introduit un changement de régime d'immortalité, hein, en légitimant le pouvoir biomédical et la médicalisation de la mort, notamment par l'établissement du critère de mort cérébrale en 1968. Ce qui induit en effet un déplacement du lieu de décès vers l'hôpital et on rapproche à la médicalisation de la mort d'abandonner les patients qui ne peuvent pas être guéris par la médecine et de favoriser une ségrégation des mourants. Donc, on coupe les mourants de la vie sociale. Donc, la mort devient honteuse parce qu'elle renvoie à l'échec thérapeutique de la médecine et de la science, surtout que c'est un nouveau régime d'immortalité, donc ça renvoie vraiment à l'échec de cette transition. Donc, en réaction à tout ce contexte-là, le développement des soins palliatifs va prendre son essor à partir des années 50 en Angleterre, comme vous le savez probablement tous et toutes ici, grâce aux efforts de Cicely Saunders pour humaniser la fin de vie et accompagner les mourants avec dignité, sans vouloir retarder ni devancer la mort naturelle. Bon, évidemment, la philosophie des soins palliatifs repose sur l'accompagnement et le soulagement de la douleur totale, hein, le concept central des soins palliatifs, soit la souffrance qui englobe toutes les dimensions d'une personne, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychique, psychologique, sociale ou encore spirituelle. Donc, on a la sociologue québécoise Céline Lafontaine qui, elle, définit les sociétés post-mortelles comme des sociétés marquées par la transformation du rapport à la mort dans la postmodernité. Donc, les transformations du rapport à la mort au Québec vont se distinguer, entre autres, par une perte marquée de repères religieux hein, qui ont jadis structuré la société québécoise, et ça va se faire au profit de repères scientifiques. Donc, ça va entraîner aussi des changements majeurs au niveau des rites funéraires, hein, qui sont de plus en plus individualisés et qui sont de plus en plus relégués à la sphère privée. Et on prend de moins en moins le temps de reconnaître l'importance de vivre son deuil. Et aussi, on reconnaît de moins en moins l'importance et la fonction du rite funéraire sur le deuil. Donc, dans les sociétés post-mortelles, nous sommes propulsés par une quête scientifique d'immortalité où tous les moyens et toutes les ressources sont mises en contribution pour repousser la mort. Donc, c'est en quelque sorte les nouveaux périls de l'au-delà pour atteindre l'immortalité.
Et tout ça va contribuer à cristalliser les comportements de tabou, d'évitement et de déni de la mort. Donc, les ressources mobilisées pour repousser la mort sont plutôt investies, par exemple, dans la construction de systèmes de santé et dans l'avancement des connaissances scientifiques qui sont en fait le reflet de notre quête d'immortalité. Donc, en gardant en tête que la mort, c'est une expérience subjective de la perte de liens socio-affectifs et une angoisse existentielle qui génère de la souffrance, c'est pas étonnant qu'elle provoque un sentiment de mépris. Donc, le mépris de la mort, ça se manifeste par des comportements qui vont exprimer la peur et la colère. Et ces comportements sont propulsés par de puissantes motivations qui sont investies dans une quête d'immortalité symbolique et scientifique qui vont venir mobiliser de manière disproportionnée les ressources humaines, matérielles et financières pour contrôler et repousser l'heure de notre mort. Et cette lutte pour repousser les limites de la mort, ça se fait parfois au mépris de la vie. Par exemple, si on pense à l'acharnement thérapeutique qui peut certes prolonger la vie, mais souvent au détriment de la qualité de vie. Ça peut même forcer les individus à prolonger la durée de leur souffrance ou encore en créant des conditions de vie qui entraînent la dépendance ou des conditions de vie qu'on juge indignes. Donc, tout ça va résulter de notre refus d'accepter les limites imposées par la mort. Donc, la pandémie de COVID-19 qu'on vit présentement, ça illustre parfaitement comment la mort nous motive à mobiliser toutes nos ressources pour la repousser. Donc, notre réaction, ça découle vraiment de la conscience de la mort imminente. Hein, c'est les réflexes instinctifs qui sont à l'œuvre, même si la menace, elle est bien réelle, mais la menace, elle est surestimée par rapport à d'autres risques, comme par exemple, si on regarderait les taux de mortalité par pollution atmosphérique, on va agir très peu parce que notre mortal awareness n'est pas activé. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que dans cette lutte contre la mort, tous les sacrifices sont consentis, hein, y compris malheureusement la vie de nos aînés que l'on prive de soins et de liens socio-affectifs significatifs, comme on peut voir tristement dans les CHSLD, les résidences privées au Québec et ailleurs dans le monde aussi. Donc, selon Céline Lafontaine, elle va définir la conception postmoderne de la mort comme un acte de violence arrachant l'individu à sa vie. Donc, ça va mener à la mise en scène de la mort spectacle, parce que la mort est perçue comme un acte de violence. Donc, d'une part, on a une réponse socioculturelle qui fait la promotion d'une indifférence généralisée face à la mort naturelle. Hein? On va mettre en scène intensément la mort spectacle, où on va choisir de montrer les morts tragiques et violentes. Et ces morts tragiques et violentes-là, elles sont aucunement le reflet de la diversité des expériences du mourir, ni même des véritables causes de décès. Et d'autre part, la diversité des expériences du mourir, on devrait concevoir ça comme un continuum, comme un spectre, où mourir peut être autant une expérience enrichissante qu'une expérience traumatisante. Ça peut même être les deux simultanément ou n'importe quelle nuance qui existe entre ces deux pôles. Donc, cette indifférence face à la mort naturelle, ça se répercute par un accès inégal aux soins palliatifs, hein, qui va dépendre alors du type de maladie et la capacité à émettre ou à communiquer un pronostic, ou ça va dépendre encore du lieu de résidence. Donc, les individus vont ressentir le besoin de réclamer leur autonomie et leur contrôle pour atteindre les idéaux de la bonne mort, ce qui va créer un terreau fertile pour des besoins que seule l'aide médicale à mourir ou le suicide assisté semble répondre. Donc, bien que les soins palliatifs se soucient d'accompagner avec bienveillance et compassion les mourants et leurs proches, la philosophie des soins palliatifs apporte aussi en elle l'idée que mourir est une expérience souffrante qu'il faut soulager à tout prix par l'atteinte des critères de la bonne mort. Donc, on observe une tendance à la médicalisation des soins palliatifs. Hein, c'est vrai que les besoins médicaux sont très grands, mais il faut aussi miser sur la dimension socio-communautaire parce que mourir, c'est avant tout un événement social. Donc, ce qui m'amène au domicile, hein, qui est un symbole du pouvoir individuel et c'est un lieu familier. Et ça apparaît comme un lieu de soins pour se réapproprier le contrôle et l'autonomie de la trajectoire de la fin de vie et du mourir. Donc, les soins palliatifs à domicile permettent de se recentrer sur les besoins réels des mourants
qui doivent dépasser l'aspect médical, comme préserver ces liens d'attachement réels ou symboliques, plutôt que sur l'imposition d'un cheminement pour atteindre les critères de la bonne mort. Donc, accompagner et intervenir dans le lieu familier et familial qu'est le domicile, bien, ça permet la mise en place d'interventions significatives basées, par exemple, sur la théorie de l'attachement. Ce qui confère aux personnes en fin de vie bien, un plus grand sentiment de sécurité dans une période qui est quand même charnière dans leur vie, et ça leur procure une plus grande protection vis-à-vis les normes et les trajectoires du mourir qui sont imposées dans les institutions de soins. Donc, les soins palliatifs à domicile sont aussi une façon de réaffirmer l'importance des liens sociaux qui doivent aller au-delà des liens professionnels et rémunérés. Puis les soins palliatifs à domicile, mais c'est un excellent moyen aussi de réinvestir l'espace social occupé par la mort et pour favoriser les liens sociaux intergénérationnels. Donc, force est d'admettre que le domicile, ce n'est pas toujours l'endroit idéal selon les personnes, l'état de santé, les préférences, ou encore parce que les soins, la nature des soins exigés peuvent imposer un lourd fardeau aux prochains aidants. C'est ici qu'entre en jeu le développement de communautés bienveillantes envers la fin de vie et la mort. Ça peut être une stratégie qui peut s'avérer efficace si elle tient compte des fondements neurobiologiques et socioculturels qui forment l'expérience de la mort. Donc, soit en reconnaissant la fin de vie et la mort comme des composantes naturelles du cycle de vie, que la mort doit faire partie du quotidien, et aussi en valorisant la diversité des expériences du mourir et en leur offrant un soutien socio-communautaire aux personnes en fin de vie à leurs proches. Donc, les soins palliatifs se sont développés grâce aux avancées médicales qui ont permis de mieux identifier la fenêtre temporelle du mourir, mais c'est encore difficile de reconnaître le meilleur moment et le meilleur endroit pour initier les soins palliatifs selon les besoins et les préférences individuelles. Et le tabou de la mort, qui émane d'un profond malaise culturel qui favorise la culture du silence autour des discussions sur la fin de vie et la mort, bien, ça l'entraîne des problèmes de communication comme l'annonce tardive, voire même une absence volontaire de discussion sur le pronostic et sur le niveau de soins, ou encore une méconnaissance des soins palliatifs dans la population. Donc, le déni, le tabou de la mort empêche les individus de profiter de la fenêtre temporelle du mourir. C'est-à-dire que les individus sont privés de leur pouvoir d'agir, de leur autonomie et de la capacité à contrôler leur trajectoire de fin de vie, simplement parce que d'une part, on ne parvient pas à discuter au moment opportun de la réalité de la fin de vie et de la mort, et d'autre part, c'est parce que la majorité des personnes en fin de vie n'ont tout simplement pas accès aux soins palliatifs. Donc, à l'inverse, les demandes d'aide médicale à mourir permettent de briser le tabou de la mort et de rompre la culture du silence pour accéder à la fenêtre temporelle du mourir. Donc, au final, l'aide médicale à mourir, ça ne doit pas se substituer aux enjeux culturels et de communication, mais bien demeurer une option lorsque les souffrances sont intolérables. Donc, je crois que vous êtes déjà toutes convaincus qu'introduire précocement les soins palliatifs dans le continuum de soins, ça permet d'augmenter la qualité de vie, même la prolonger, et des économies réalisées en diminuant le nombre, la durée des hospitalisations ou le nombre de soins appropriés en fin de vie. Donc, une étude de coût-efficacité qui a été rapportée par l'Association canadienne des médecins en soins palliatifs. Bon, ça estime qu'initier les soins palliatifs au moins 3 mois avant le décès, ça permet de réaliser jusqu'à 30% d'économie. Mais au-delà de l'économie, l'accès à des soins palliatifs dans les mois précédant le décès, ça permet de recadrer la fenêtre temporelle du mourir pour refléter les nouvelles réalités du mourir. Donc, l'échange symbolique entre le monde des vivants et le monde des morts, ça repose sur la réciprocité des liens passés et présents. Et le langage symbolique assure la communication entre ces mondes par les paroles prononcées, les gestes accomplis et les objets utilisés. Donc, j'ai envie de vous déposer cette réflexion, à savoir si on peut affirmer que les soins palliatifs ont recours au langage symbolique dans une volonté de réaffirmer l'alliance de réciprocité, mais entre les vivants et les mourants, pour cadrer avec la nouvelle fenêtre temporelle du mourir. Donc, les soins palliatifs incarnent le rite de passage entre la vie et la mort, où l'on prononce des paroles, comme le diagnostic, le pronostic, les paroles réconfortantes, où l'on accomplit des gestes, les gestes du prendre soin, et on utilise des objets pour soigner et soulager. Donc, en conclusion,
L'expérience humaine de la mort et du deuil repose sur les fondements neurobiologiques et les fondements des représentations socioculturelles de la mort reposent sur la fenêtre temporelle du mourir. Les transitions épidémiologiques ont d'abord permis le déplacement du mourir dans le monde des vivants, puis d'élargir cette fenêtre. Cependant, les forces socioculturelles mobilisées pour repousser la mort, ça brouille les frontières qui délimitent la nouvelle fenêtre temporelle du mourir, et ça prive un grand nombre d'individus de la reconnaissance de cette étape ultime de l'existence humaine. Donc, les soins palliatifs, offrent une véritable solution pour une meilleure utilisation de la fenêtre temporelle du mourir. Le développement des communautés bienveillantes, ça réintroduit l'importance de l'aspect communautaire du mourir et ça permet l'affirmation des liens sociaux pour donner un sens à la vie et une valeur à l'existence humaine. Et ça permet aussi une plus grande acceptation de la mort et du deuil dans une société qui l'accepte peu. Donc, accompagner, préserver les liens sociaux significatifs et réconforter, c'est aussi faire la promotion de la santé jusqu'au bout de la vie. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser vos questions.